Bonjour à tous, on va commencer ce webinaire sur le risque de cétose. Bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui. Donc moi je suis Florian Guilly, je suis vétérinaire technique pour la partie ruminant chez Elanco. Donc, je vous présenterai un tout petit peu les activités d'Elanco à la suite de l'exposé d'Aline. Merci Florian. Je suis Aline Mailly, donc je travaille pour Uniform Agri depuis 5 ans et je répartis mon temps de travail entre les projets de développement, la partie commerciale et le support. Au programme de ce webinaire, une première partie, c'est donc moi qui vais la présenter et je vais vous parler de la société d'Uniform et du logiciel Uniform Agri qui comprend maintenant un menu sur le risque de cétose. La deuxième partie, c'est donc Florian qui la fera sur la cétose elle-même, donc plutôt partie conséquences, détection. Et on finira par un temps pour vos questions. Uniform Agri, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société internationale qui travaille dans l'informatique depuis 1986. Aujourd'hui, elle emploie plus de 100 personnes et on a 13 nationalités différentes au sein des équipes. On a plus de 18 000 utilisateurs de logiciels actifs aujourd'hui dans le monde et plus d'1 millier en France. Le siège social de la société est basé aux Pays-Bas, donc dans une ville qui s'appelle Assen, au nord des Pays-Bas, et on fait partie là de la Laval Holding depuis 2013. Uniform Agri propose aux éleveurs une solution de gestion de troupeau, donc un logiciel de gestion de troupeau qui est relié à l'EDE, avec une partie sur PC et une application mobile qui est disponible hors ligne sur les téléphones. Uniform a aussi une partie pour les conseillers avec une version multi-troupeau qui permet aux conseillers de consulter les données des troupeaux qu'ils ont suivis. Dans nos logiciels Uniform, on a de nombreux liens qui existent avec les divers équipements d'élevage qu'on peut retrouver sur les fermes, et notamment les systèmes de traite, robots ou salles de traite, des détecteurs de chaleur, des DAC, des porteurs de tri, etc. Et tout ça pour les diverses marques qui sont sur le terrain, et notamment les principales qu'on va pouvoir retrouver en France, bien évidemment. Dans nos logiciels, on a créé un nouveau menu en partenariat avec Elanco. Donc l'idée d'Elanco, en fait, c'était de disposer d'un rapport d'alerte de risque cétose qui va permettre aux éleveurs d'identifier rapidement les animaux qui ont ce risque de cétose en fonction de différents critères, et cela avant la période de vélage. Les raisons d'apparition des animaux sur ce rapport ont donc été proposées par Elanco. Et l'éleveur va pouvoir ainsi agir de manière préventive et sélective sur ces animaux. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver cette information? Dans nos logiciels, on a un menu qui s'appelle Alerte risque cétose et que vous allez retrouver sur le tableau de bord de nos logiciels. Donc ici, vous avez une image du tableau de bord et vous avez ici une boîte qui est notée risque de cétose, et c'est là où on va pouvoir retrouver les animaux de cette liste. Ce menu qui apparaît sur le tableau de bord, c'est un raccourci du menu qui se trouve en fait dans la partie santé traitement du logiciel et dans la boîte 36 qui est alerte risque cétose. Cette liste-là, donc, elle est disponible sans frais supplémentaires pour tous les utilisateurs d'Uniform, et ça depuis la version 18.16. Aujourd'hui, on est à la version 19.06, mais si vous avez le logiciel et que vous ne voyez pas cette liste-là, ça peut être une des raisons, donc pensez à mettre à jour vos logiciels. On va faire un petit sondage. Selon vous, quels sont les facteurs de risque qui augmentent le risque de cétose? Vous avez plusieurs options: la gestation gémellaire, la pleine lune, la parité supérieure à 3, donc nombre de lactations supérieur à 3, ou la NEC supérieure à 3,5, donc la note d'état corporel supérieure à 3,5. Alors, je referme le sondage. Je vous remercie d'avoir répondu. On va voir effectivement quels sont les facteurs de risque et qu'est-ce qui a été utilisé pour faire ce menu. Dans le menu d'alerte risque cétose, l'objectif, effectivement, c'était d'identifier précocement les vaches à haut risque afin de prévenir la cétose dans la prochaine lactation. Pour cela, donc, on va faire apparaître des animaux dans cette liste selon différents critères. Le premier critère, ça va être un numéro de lactation élevé. Le critère suivant, ça va être une longue phase de tarissement prévue, un long intervalle vélage prévu, une production laitière élevée, un rapport TB-TP, des maladies en période de transition, une gestation gémellaire. Vous allez avoir, quand vous cliquez sur ce menu, un tableau avec les animaux, et
À droite du tableau, dans la dernière colonne, vous avez les raisons pour lesquelles la vache apparaît dans cette liste. Là, par exemple, on a un numéro de lactation, TBTP, des maladies en transition, etc. Tous ces critères, en fait, vous allez pouvoir les paramétrer et les régler selon vos souhaits. Il y en a certains qui vont être personnalisables. C'est les 3 que vous voyez là, le numéro de lactation, l'intervalle vélage prévu et la production 305 jours attendue. Ces 3-là, vous allez pouvoir changer les valeurs pour les adapter à votre troupeau, à ce que vous souhaitez ou au conseil de votre vétérinaire. Mais vous aurez toujours la valeur par défaut qui va rester entre parenthèses à côté de la case. Les autres valeurs, quand elles sont en grisé, c'est que vous ne pouvez pas changer le nombre par défaut. Autre paramétrage que vous allez pouvoir changer, donc en fait, ces animaux, ils apparaissent dans cette liste-là entre 28 et 18 jours avant la date de vélage prévue. Ici, vous allez pouvoir changer ces jours-là, si vous le souhaitez. Et comme tout à l'heure, en fait, la valeur par défaut, elle restera affichée dans le logiciel entre parenthèses. Vous avez aussi la possibilité de choisir un traitement par défaut. Ça veut dire que si vous faites un traitement préventif, vous pouvez l'appliquer sur les animaux et dire au logiciel que vous avez fait ce traitement et donc elle va sortir de la liste puisque vous aurez fait une action sur cet animal-là. Voilà rapidement comment ça se passe sur le logiciel et ce qu'on a mis en place avec le partenariat d'Elanco. Si vous avez des questions sur cette première partie, je vous laisse nous écrire soit dans le chat, soit dans la partie questions. Je reviens juste sur les résultats du sondage. Effectivement, vous avez été 90% à donner la NEC, la note d'état corporel, plus de 80% à parler de la parité, 50% pour la gestation gémellaire et personne n'a répondu la pleine lune. Avant de laisser la main à Florian sur la partie cétose, je vais vous donner un autre sondage. Ici, on vous demande quels moyens vous mettez en œuvre pour éviter la cétose. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, en résultat du sondage, la plupart d'entre vous ont répondu contrôle laitier à 78%. Et puis après, on a 22% sur des prises de sang systématiques, 22% sur des prises de sang occasionnelles et 22% sur des tests rapides sur le lait. Et il y a 10% qui ont répondu aucun. Florian, je te laisse la main. Ok, super. Merci Aline pour ta présentation. Merci à tous d'avoir participé au sondage. C'est riche pour nous de voir les éléments de réponse sur vos pratiques. Moi, je vais vous parler un petit peu moins de logiciels et plus du coup de cétose ou d'acétonémie. Hein. C'est la même chose. Et vraiment le pourquoi la genèse de cette liste alerte cétose avec vraiment en ligne de mire identifier tôt pour mieux prévenir. C'est vraiment les étapes, enfin, pour nous, c'est vraiment un élément clé dans la gestion de la cétose, c'est d'intervenir en amont du vélage pour avoir vraiment une prévention efficace de la cétose et limiter les impacts négatifs de la cétose. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, je travaille pour Elanco. Je vais juste vous dire peut-être 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas Elanco, très brièvement. Donc Elanco, c'est un laboratoire pharmaceutique 100% dédié à la santé animale qui a été créé il y a 70 ans, qui est un laboratoire américain où on compte aujourd'hui environ 10 000 employés. On produit l'essentiel des médicaments qu'on commercialise sur un total de 20 sites de fabrication, dont un majeur dans l'Est de la France, pour un chiffre d'affaires de un peu plus de 4 milliards d'euros. Ça correspond à environ 200 marques qui sont vendues dans pas mal de pays dans le monde, autour de 90 pays, ce qui nous positionne aujourd'hui dans le top 4 des laboratoires pharmaceutiques santé animale. Et cette position a été acquise dans les dernières années, principalement avec des acquisitions d'autres laboratoires pharmaceutiques. Et la dernière en date, pour ceux qui suivent l'actualité, étant Bayer Santé Animale il y a maintenant 2-3 ans. Donc on a vraiment comme objectif d'accompagner à la fois les animaux de production, mais aussi les animaux de compagnie. Et on a la conviction, grâce à cet accompagnement, de réaliser aussi une veillée meilleure pour l'homme. Si on s'intéresse un petit peu plus à la partie ruminant, ce qui nous réunit quand même aujourd'hui, on est présent sur à la fois les antiparasitaires, la santé du jeune veau, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, la vache laitière, au travers de 2 axes majeurs,
la santé métabolique et la santé de la mamelle, notamment la gestion des mammites. Pour aujourd'hui, on va aborder du coup un sujet derrière la santé métabolique, hein, puisque l'acétonémie ou la cétose est une maladie métabolique de la vache laitière, qui est une aire thérapeutique qui nous intéresse fortement chez Elanco. N'hésitez pas à poser vos questions en cours d'exposé dans le chat, ou on ouvrira les micros à la fin de ma présentation. Donc avant de rentrer un petit peu sur cette liste qu'a présentée Aline et le pourquoi du comment, peut-être quelques 6 éléments de rappel physiologique sur l'acétonémie. Donc pour rappel, hein, en fin de gestation, le fœtus va occuper une place extrêmement importante dans l'abdomen de la vache, qui va avoir pour conséquence de comprimer les estomacs de la vache, en particulier le rumen, et donc limiter aussi les capacités d'ingestion de la vache, en parallèle de quoi aussi va se dérouler tout un tas de phénomènes physiologiques hormonaux majeurs pour la préparation au vélage, ce qui fait qu'en amont du vélage et dès 3 semaines avant le vélage, on observe une baisse de la matière sèche ingérée. Voilà. Si on se situe dans le graphe de droite, on observe aussi que cette période pré-vélage, c'est aussi une période de sollicitation extrêmement importante pour l'organisme de la vache, qui a besoin de préparer sa lactation et qui va nécessiter par conséquent un besoin énergétique accru. Et donc, en fait, juste avant le vélage, on va observer, et ça va perdurer quasiment jusqu'au pic de lactation, un décalage entre les apports énergétiques possibles pour l'animal, qui a une capacité d'injection diminuée, et énergétique accrue liée au futur démarrage de la lactation. Et donc, c'est une période sur laquelle on va qualifier la vache d'être en balance énergétique négative, ce qui est le cas aujourd'hui de la plupart des vaches laitières reproductrices qu'on rencontre hein, dans nos élevages sous nos latitudes. Cette balance énergétique négative, elle peut avoir des répercussions majeures, puisqu'en fait, la vache a développé des stratégies pour aller chercher de l'énergie dans son organisme, là où elle en a de l'énergie, et la principale source d'énergie dans laquelle elle va aller puiser, c'est sa ressource de graisse corporelle, qui va avoir pour conséquence de mobiliser des acides gras qui vont, à la suite d'une oxydation dans le foie, générer de l'énergie. Simplement, face à cet excès d'arrivée d'acides gras dans le foie, et parfois aussi des capacités du foie qui sont restreintes autour du vélage, surtout sur les animaux ayant des notes d'état corporel élevées, on va avoir le foie qui est dans l'incapacité de réaliser cette oxydation jusqu'au bout de la chaîne pour libérer l'énergie. Et le déchet de cette oxydation incomplète, entre guillemets, hein, le déchet, c'est un déchet physiologique, vont être les corps cétoniques. Ces corps cétoniques, ils sont du coup naturellement produits par la vache en incapacité d'oxyder totalement les acides gras et vont avoir des conséquences majeures sur l'organisme de la vache, surtout lorsqu'ils sont accumulés en quantité importante, ce qui va générer une acétonémie. Hein. Littéralement, acétonémie, c'est la circulation de corps cétoniques dans le sang. Les corps cétoniques qu'on retrouve dans le sang en période de cétose, ça peut être de l'acétone, le cétoacétate ou du bêta-hydroxybutyrate. Vous êtes peut-être plus familier avec le troisième, puisque c'est celui qu'on va doser le plus fréquemment, soit via le sang et des lecteurs rapides, soit via le lait avec soit des bandelettes, soit le contrôle laitier. Donc, il y a pas mal de manières d'approcher finalement la quantité de corps cétonique circulant et de qualifier la vache étant en cétose ou non. Alors cette cétose, elle est extrêmement présente dans nos élevages, hein, puisqu'aujourd'hui on estime, alors que ce soit en France ou en Europe, hein, globalement tous les pays qui ont des conditions de production à peu près similaires aux nôtres sont à peu près touchés par la cétose avec la même prévalence. En tout cas, on estime entre une vache sur 5 et une vache sur 4 touchées par de l'acétonémie. Alors vous allez me dire peut-être, oui, je passe ça dans mon élevage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acétonémie est principalement subclinique, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir une concentration importante de corps cétonique qui va circuler dans l'organisme avec tout un tas de répercussions qu'on va aborder là tout de suite après, mais pas forcément des éléments
malade visible. D'accord, c'est ce qu'on appelle vraiment l'acétonémie subclinique. Et pourtant, cette subclinique, elle a déjà des conséquences importantes, notamment sur la production, la santé et la fertilité de vos animaux. Je vous ai pris quelques exemples, mais les exemples sont vraiment infinis dans la littérature aujourd'hui. Lorsqu'on observe une circulation de corps cétonique, donc là en l'occurrence de bêta-hydroxybutyrate supérieur à 1,2 mmol par litre, ce qu'on estime être le seuil quand vous faites vos dosages sanguins sur lecteur rapide, hein, par exemple, dès qu'on passe ce seuil-là, on va observer des risques majeurs sur la vache, notamment un risque accru de déplacement de la caillette. On va observer une baisse d'immunité chez les animaux, ce qui va avoir pour conséquence très directe de multiplier les maladies du péripartum. Donc, ce sont principalement dans la littérature, ce qu'on va retrouver, ce sont les métrites, mammites et les rétentions placentaires. On va aussi, par conséquent, hein, une fois que les animaux sont un peu plus malades ou ont subi une caillette, observer des taux de réforme précoce subis qui sont augmentés chez les animaux ayant subi de l'acétonémie. On observe aussi une différence entre les élevages à risque d'acétonémie versus ceux qui sont un petit peu moins à risque sur la production laitière. Donc là, il y a quelques éléments, je vous ai mis une publication, mais il y en a bien sûr pas mal d'autres. Et enfin, sur la reproduction, et ça c'est un volet qui est extrêmement important dans nos élevages aujourd'hui, sur la reproduction, on retrouvera notamment un allongement des intervalles intervalle vélage IA fécondante et une diminution aussi conséquente sur le taux de réussite à la première IA. L'objectif, c'est pas d'affoler tout le monde, hein. Je vais vous montrer aussi qu'il existe des solutions à cette pathologie qui a des conséquences majeures. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer de le quantifier d'un point de vue économique. Et là, c'est un chercheur français qui a publié en 2015 une petite revue et a essayé de pondérer l'ensemble de ces conséquences rapportées à la prévalence à laquelle on va observer ces différentes conséquences. On appelle une méta-analyse, et à quantifier le coût moyen d'une acétonémie à environ 257 €. Bon, c'était une publication de 2015, il y a fort à parier que si on faisait l'exercice aujourd'hui, ce serait sûrement un petit peu plus. En tout cas, je pense que le chiffre de 250 € est un bon ordre de grandeur à retenir sur les conséquences d'une acétonémie, y compris subclinique, hein. On n'est pas obligé d'avoir les conséquences à l'œil nu. Je vous ai remis les publications pour ceux qui seraient férus de littérature scientifique. Ce qui est intéressant aussi avec l'acétonémie et ce qui va nous permettre aussi de faire la transition avec la partie d'Aline sur le tableau de bord alerte risque cétose d'uniforme agri, c'est que on sait que certaines vaches sont plus à risque de développer de l'acétonémie contrairement à d'autres. Donc, il y a bien sûr le volet élevage, facteur de risque, hein, mais à l'échelle individuelle aussi, on identifie certains facteurs de risque. Vous avez commencé à y répondre hein, via le sondage. Aline vous a aussi présenté les facteurs de risque qui vont être pris en compte dans le logiciel Uniforme Agri. Si je vous fais une petite synthèse de ce qu'on retrouve dans la littérature, la parité et la note d'état corporel sont deux facteurs majeurs sur effectivement l'augmentation du risque d'apparition d'acétonémie. On sait que les vaches qui ont une parité supérieure ou égale à 3, donc à partir de la troisième lactation, ou une note d'état corporel supérieure à 3,5 au vélage, vont augmenter le risque de faire de l'acétonémie. C'est vraiment flagrant dans l'ensemble de la littérature. Les durées de tarissement longues, hein, qui sont très fortement corrélées finalement à la note d'état corporel. Des âges au premier vélage chez les génisses supérieurs à 27 mois relatés dans la littérature. Les durées de lactation rallongées aussi qui sont associées très fortement aussi à la prise d'état des animaux. Les historiques de maladies en période de transition. Si vous avez des animaux qui ont fait une maladie en période de transition sur leur lactation précédente, le risque de répéter ou de faire une acétonémie suite à ces maladies-là sur la lactation actuelle est important. Donc, c'est important aussi de noter vos vaches qui ont subi une maladie en période de transition, que ce soit cétose, métrite, rétention placentaire. On pourrait rajouter aussi potentiellement mamie.
On sait aussi que les vaches qui étaient avec un rapport TB sur TP supérieur à 1,5 au premier contrôle lors de la lactation précédente ont un risque supérieur de se retrouver dans cette situation sur la lactation actuelle et donc de développer, d'avoir une acétonémie. Enfin, vous aviez répondu peut-être un peu moins massivement sur cette réponse-là lors du sondage qu'a lancé Aline tout à l'heure. Les vaches ayant une gestation gémellaire sont plus sujettes à développer de l'acétonémie. Vous avez peut-être remarqué dans la presse, ou vous allez le remarquer dans les prochains mois, on a aussi voulu à l'échelle Elanco communiquer sur ces facteurs de risque pour vous donner des clés pour identifier ces vaches à risque de manière relativement simple avec un petit slogan rigolo entre guillemets avec les grosses, les vieilles, les malades, il faut qu'on en parle. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas de logiciel comme Uniform Agri, l'ensemble de ces facteurs de risque ne sont pas forcément faciles à prendre tous en compte. Se souvenir exactement de l'ensemble de ces paramètres sur les vaches qui vont véler dans 3 semaines, 1 mois, c'est compliqué. Par contre, de savoir effectivement, de regarder, de jeter un coup d'œil sur ces taris, de savoir qu'on a des notes d'état corporel un peu importantes, c'est derrière les grosses, les vieilles, donc c'est lactation un petit peu avancée, et puis ces malades qui sont les vaches ayant eu un historique de maladie du péripartum. Donc c'est une bonne manière aussi mémotechnique, en l'absence de logiciel, de retenir quelles sont les vaches à risque. Bien sûr, si on a un logiciel, c'est encore mieux, ça nous permet d'automatiser cette détection des vaches à risque. Pourquoi est-ce qu'il est si fondamental d'identifier ces vaches à risque? Parce que je vous l'ai dit en introduction, il est aussi fondamental de prévenir l'apparition de l'acétose plutôt que d'être confronté à l'acétonémie. Alors, vous avez mis en place, effectivement, je vois dans pas mal de vos élevages, dans le sondage, des moyens de détecter l'acétonémie. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'activer les moyens de prévention en amont du vélage. Pourquoi? Parce que on le sait, l'acétonémie, elle va apparaître plutôt après le vélage. Les acétonémies avant vélage, c'est quand même pas monnaie courante. En général, dans les 3 premières semaines post-vélage. Et pourtant, je vous l'ai dit tout à l'heure, les changements importants d'un point de vue métabolique vont s'opérer plutôt dans les 3 semaines avant vélage, d'où aussi le créneau d'apparition de l'alerte que vous a mentionné Aline tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il va falloir plutôt agir en amont, puisque la balance énergétique négative va s'inscrire en amont du vélage, lié au phénomène que je vous ai évoqué aussi précédemment. Puisque dès l'apparition de la balance énergétique négative, on va pouvoir aussi observer des effets délétères. Alors bien souvent, vous avez des mesures correctives en post-vélage, je pense notamment à l'administration de propylène glycol en post-vélage. Souvent, les éleveurs robots, c'est relativement simple à mettre en place, même si c'est très onéreux. En tout cas, les traitements curatifs vont vous permettre d'essayer de compenser un petit peu les effets négatifs de l'acétonémie, notamment sur la production. Vous allez pouvoir retrouver des productions un peu moins impactées. Par contre, vous n'allez pas agir sur l'ensemble des dommages qu'ont généré les corps cétoniques en amont du vélage au moment de l'installation de la balance énergétique négative. Notamment les impacts des corps cétoniques sur le système immunitaire et le système reproductif dont je vous parlais aussi précédemment. Donc avant d'inscrire cette prévention dans la gestion, je pense qu'il est important quand même de regarder un panorama de la gestion de cette acétonémie dans son ensemble. Et chez Elanco, on a pour habitude de parler de cette gestion de l'acétonémie au travers de 3 piliers qui sont indissociables les uns des autres. Première étape, bien sûr, c'est d'identifier s'il y a de l'acétonémie chez vous et surtout à quel niveau. Parce qu'il va falloir parier qu'il y ait de l'acétonémie à un instant de l'année. Maintenant, c'est à quel niveau? Est-ce que je dépasse des seuils qui sont acceptables? Alors, ces seuils, ils sont à valider avec vos vétérinaires ou vos conseillers en nutrition. Et ça, on a de la chance parce que c'est relativement simple comme maladie à identifier, y compris les cas subcliniques, puisque les outils de diagnostic à notre disposition sont relativement simples à mettre en place. Alors, ça peut être un peu contraignant de faire des prises de sang sur l'ensemble des vaches fraîches vélées. Par contre, on peut utiliser aussi des alternatives comme le contrôle laitier, même si les fiabilités ne sont pas exactement les mêmes.
qui est important derrière, c'est que si effectivement on est au-delà des seuils critiques pour l'acétonémie dans notre élevage, il va falloir mettre en place des mesures de management au moment de la transition, donc dès la prépa vélage, 15 jours, 3 semaines avant vélage. Ça, c'est fondamental. Vous allez, je dirais que je vais pas m'étendre là-dessus parce que je pourrais tenir très longtemps juste sur ce management de la transition. Il y a énormément de facteurs de risque sur cette période pré-vélage à gérer pour limiter le risque de survenue d'acétonémie. Je dirais que le message clé, c'est que vos vaches, il faut qu'elles mangent, quoi, globalement. Il faut qu'elles mangent correctement en termes d'énergie. Voilà. Donc ça peut être beaucoup de choses qui viennent limiter la prise alimentaire ou la densité énergétique de vos rations en période prépa-vélage. Maintenant, c'est le message principal. Une fois qu'on a géré au niveau du troupeau, finalement, cette transition, ce qui va être important, c'est de réussir à prévenir, parce qu'on n'aura jamais réussi à éluder complètement le risque d'acétonémie dans nos élevages, y compris dans les élevages qui gèrent parfaitement bien leur période de transition. Heureusement, ce risque sera amoindri. Peut-être il deviendra aussi totalement acceptable. Maintenant, il restera toujours quelques vaches à risque qui sera important d'identifier. Et c'est notamment les vaches que je vous ai évoquées tout à l'heure pour pouvoir mettre en place des mesures de prévention à l'échelle individuelle dans votre élevage, en accord bien sûr avec le protocole de prévention convenu avec soit votre vétérinaire ou votre conseiller. Donc c'est vraiment là qu'intervient finalement le logiciel Uniform Agri et les paramètres qu'a évoqué Aline tout à l'heure, parce que ces vaches à risque, les identifier à l'œil nu, on peut avoir des bonnes indications, mais c'est pas si évident que ça. Elles ne clignotent pas dans votre élevage pendant leur tarissement, les vaches qui vont faire une acétonémie pendant la lactation. Donc c'est vraiment l'objectif d'identifier ces vaches à risque et surtout de les identifier au bon moment pour agir au bon moment. D'où l'intérêt vraiment de générer cette liste de vaches à risque par rapport qui va apparaître dans votre logiciel Uniform Agri. Bon, là, je vais passer rapidement à les vaches en alerte, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Aline, avec des paramètres qui peuvent être ajustables, d'autres qui sont fixés. Ce qui est important, effectivement, c'est le délai d'apparition de cette alerte. Elle doit apparaître entre 28 jours et 18 jours, parce qu'en dessous de 18-15 jours, on estime quand même qu'il est un peu tard pour mettre en place des mesures de prévention pour le risque de survenue d'acétonémie. C'est pour cette raison que par défaut, les alertes disparaissent 17 jours avant vélage, ou dès que vous avez indiqué que vous avez agi sur la prévention pour la vache. Pour chaque alerte, vous avez la possibilité de savoir pourquoi la vache apparaît dans la liste, ce qui est vraiment important, puisque ça va vous permettre aussi d'avoir du recul à l'échelle de votre élevage en disant « Tiens, j'ai ce risque-là qui survient quand même plus fréquemment dans mon élevage » et potentiellement d'agir en amont sur le management de la transition et de limiter ce risque. Bon, alors si le risque c'est parité supérieure ou égale à 3, vous n'allez pas réformer toutes vos vaches supérieures ou égales à 3, c'est pas l'idée. Et puis, bien sûr, de manière simple, d'identifier votre animal en alerte pour agir dessus de manière simple. Quelques petites précautions tout de même à prendre vis-à-vis de cette liste. Quand on parle de vache à risque, on ne parle pas forcément de vache qui va tomber malade. Ce n'est pas parce que le risque est augmenté que la probabilité de développer une acétonémie est de 100%. C'est vraiment important à appréhender parce qu'en l'absence de mesures de prévention, il n'y a pas forcément systématiquement un impact sur la vache. Par contre, il faut aussi avoir à l'esprit autre chose. Après votre alerte, vous ne voyez pas forcément quelque chose, pas parce que votre vache n'est pas malade, mais aussi parce que l'acétonémie, je l'ai dit, est très souvent subclinique et donc invisible. Ce qui amène d'ailleurs très souvent les éleveurs à sous-estimer largement l'incidence de l'acétonémie dans leur élevage. D'où l'intérêt d'avoir un diagnostic le plus précis possible de l'acétonémie dans vos élevages. Voilà. Ça ne veut pas dire que parce que la vache a potentiellement des chances de ne pas tomber malade, qu'on ne doit pas mettre en place des mesures de prévention. Bien sûr, quand on met en place des mesures de prévention, on va englober toutes les vaches à risque. Certaines seraient tombées malades, d'autres ne seraient pas tombées malades. Mais si on veut vraiment être dans un protocole préventif efficace, on doit y intégrer l'ensemble des vaches à risque.
Alors, il y a certains paramètres que vous pouvez régler manuellement et je pense que ça nécessite quelques peut-être clarifications. Les paramètres par défaut, ils sont vraiment définis sur les seuils qu'on va retrouver dans la littérature sur les différents risques évoqués. Bien sûr, si je prends le critère par exemple de production, le critère de production, le seuil par défaut, il est sur 14 000 kilos. Ça ne correspond pas forcément à tous les élevages. Ce qui est important, c'est de se rappeler, de se ramener à son élevage et de se dire, aujourd'hui, les vaches qui sont à risque vis-à-vis de la production dans mon élevage, c'est celles qui vont produire le plus. Alors, dans un cadre, quand même, dans un élevage sur une production qui est relativement élevée, et en général, on se cale sur les 10-15% les plus élevés. Si les 10-15% les plus élevés, on est à 12 000, ben on abaisse un petit peu et on passe plutôt le critère alerte à 12 000, parce que c'est celles-là qui vont être le plus sujettes dans mon élevage à développer une acétonémie. Le critère de parité, c'est pareil, il faut regarder ce qui se passe dans votre élevage. Peut-être qu'en parité, enfin en lactation 3, vos vaches se portent encore à merveille et il y a zéro acétonémie sur la lactation 3. Par contre, ça commence à survenir en lactation 4 et 5. Ben, n'hésitez pas à mettre 4 et 5 plutôt que dès la 3. Bon, la littérature, le critère 3, il est quand même assez discriminant. Mais bon, c'est vous qui voyez et qui connaissez le mieux vos élevages avec vos conseillers, vos vétérinaires. Et puis le critère IVV, c'est pareil, il est choisi en fonction des necks. Si vos vaches ont des IVV qui sont rallongés tout en ayant des necks qui sont acceptables, peut-être retoucher ce paramètre. Les points qui sont extrêmement importants à retenir de ce que je viens de vous dire, alors je pourrais, bien sûr, on n'a que fait survoler l'acétonémie, mais il y a deux, trois points, je pense, qui sont essentiels dans cet exposé. La première chose, c'est que l'acétose, ben, elle est relativement répandue. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une prévalence, je vous rappelle, autour de 25% de vos vaches qui sont touchées par l'acétonémie en moyenne. Hein. Ça a des conséquences qui sont même très bien connues aujourd'hui sur la production, la fertilité, l'augmentation des maladies du péripartum et par conséquent aussi des coûts liés à l'acétonémie dans vos élevages. Pour rappel, hein, un cas d'acétonémie estimé en 2015 autour de 250 €. Identifier les vaches à risque, bah, c'est vraiment clé de le faire en amont du vélage parce que les mesures de prévention les plus efficaces que vous pourrez mettre en place dans vos élevages, elles interviennent en amont du vélage au moment de la mise en place de la balance énergétique négative dans vos élevages, donc en général autour de 3 semaines avant vélage. Donc cette alerte risque cétose, elle vous aide vraiment à identifier les vaches à risque dans vos fermes et du coup à vous rappeler aussi de se dire tiens, cette vache elle est à risque, je dois essayer de me rapprocher de mon vétérinaire pour le protocole de prévention et d'action sur mes vaches à risque. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Et puis, si jamais une question vous a échappé, bien entendu, je reste à votre disposition pour toute question autour de la technique et de la cétonémie. Je vais laisser Aline peut-être lancer le dernier sondage. Merci Florian. Je lance le dernier sondage. C'est un sondage sur ce que vous faites du coup au point de vue prévention. Et donc vous avez plusieurs options sur les moyens de prévention disponibles. Et donc l'idée c'est de savoir un petit peu parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui ce que vous mettez en place. Alors, en résultat du sondage, du coup, Florian, on a 78% pour du propylène ou équivalent après vélage. On a 44% sur des compléments alimentaires autres, bolus, poudre liquide. 33% sur des médicaments fournis par mon vétérinaire. Et 11% sur propylène avant le vélage. Ok, merci. Effectivement, ça illustre un petit peu ce que j'évoquais précédemment, où on voit effectivement alors par souci aussi de praticité, hein, le fait qu'on retrouve très fréquemment du propylène après vélage, mais qui ne va pas permettre de réduire tous les impacts de l'acétonémie qui s'installent dès l'amont du vélage. Ok, très bien. On arrive donc maintenant à la fin de ce webinaire. Merci Florian pour ta participation et merci à tous d'avoir assisté à cette présentation.
Merci beaucoup à tous et merci à Uniform Agri d'avoir hébergé ce webinaire aujourd'hui.